Bonjour, bienvenue à ce webinaire organisé par le cabinet Duo Solutions sur la facture électronique. Donc, ce webinaire est présenté par nous deux, donc Franck Fortin, expert comptable, commissaire aux comptes associé chez Duo Solutions. Et donc Pascal Rousseau, directeur de cabinet, associé également chez Duo Solutions. Donc ce webinaire dédié à la facture électronique a pour but de vous donner un premier niveau d'information et de décrypter et dédramatiser un petit peu cette réforme de la facture électronique. C'est une présentation qui va durer une bonne demi-heure. S'en suivra un petit temps consacré à vos questions et auxquelles on essaiera d'apporter des réponses. Ce webinaire sera mis à disposition dès demain sur la chaîne YouTube du groupe Duo Solutions. Et donc, au fil de la présentation, n'hésitez pas, pour toute question, à les poser directement dans le chat prévu à cet effet. Voilà. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Franck. Alors, le programme de ce webinaire, d'abord une petite introduction sur la facture électronique et sur son arrivée en France. Ensuite, nous détaillerons ce qu'est une facture électronique. Le point suivant, ça sera comment recevoir une facture électronique, parce qu'il faudra être en capacité de la recevoir. Pour ça, on utilisera une plateforme agréée. On vous donnera quelques conseils pour bien choisir la plateforme agréée dans votre entreprise. Le point suivant, les secteurs d'activité, puisque vous êtes nombreux à participer aujourd'hui à ce webinaire, et d'horizons économiques différents. Donc, on vous donnera quelques repères et quelques outils, en fait, pour aller voir l'application de la facture électronique dans votre secteur. Et enfin, pour terminer, et après, on parlera de l'émission. Tout simplement, en introduction, il faut peut-être qu'on le précise, en fonction du calendrier qui est imposé par facture électronique, ce webinaire sera surtout axé sur la plateforme agréée, mais pour la réception des factures. Donc, la facture électronique en France, c'est nouveau, donc applicable bientôt, donc on le verra en fonction du planning qu'on vous présentera tout à l'heure. Mais ce n'est pas un sujet nouveau pour le monde économique mondial. Comme on peut le voir sur cette diapo, on fait plutôt partie des derniers pays à appliquer la facture électronique, parce que déjà entre 2001 et 2011, de nombreux pays ont déjà mis en place la facture électronique dans leur pays. En France, c'était prévu en 2024, ça a été repoussé pour des questions politiques, techniques, en 2026. En début d'année, certains députés ont demandé en fait le report encore de cette application de la facture électronique, mais l'Assemblée a décidé de la maintenir en 2026. Voilà sur ce qu'on pouvait dire sur la facture électronique. C'est nouveau pour la France, mais ce n'est pas nouveau pour nombre de pays dans le reste du monde. Alors, pourquoi la mise en place de ce dispositif de facture électronique? Plusieurs objectifs sont recherchés par l'État, avec en premier lieu renforcer la lutte contre la fraude à la TVA, puisque ça représentait en 2024 environ 20 milliards d'euros. Un deuxième objectif qui est celui de simplifier ou tout du moins de faciliter les déclarations à terme du formalisme des déclarations de TVA, puisqu'on peut imaginer que, dans un horizon indéterminé bien sûr, mais que les déclarations telles qu'on les connaît aujourd'hui seront traitées de façon complètement automatique. Un troisième point sur la réduction des coûts, réduire les coûts avec la facture électronique, c'est surtout plus d'utilisation de papier, plus d'envois postaux, aucun risque de perte de la facture en chemin. Et puis, un dernier point sur le fait d'améliorer la connaissance de l'activité des entreprises. Le prérequis à cette bonne connaissance, c'est de pouvoir collecter les données le plus rapidement possible. Donc, la facture électronique s'inscrit bien dans ce cadre, puisque vous allez le voir tout au long de la présentation que c'est beaucoup d'automatisme. Voilà. Et peut-être rappeler que la facture électronique, en fait, ce sont des échanges de data, ouais. Donc d'informations informatiques. Avant de vous présenter la facture électronique, il faut qu'on revienne sur des termes qu'il faut connaître, puisque c'est des termes qui sont dans les textes officiels.
même s'ils ne sont pas à consonance française, mais plutôt anglaise, il faut les connaître puisque souvent, dans les explications, on retrouve ces termes. Les deux principaux, ce sont, alors le premier, c'est le e-invoicing, c'est l'envoi des factures électroniques. Donc ça, c'est toute l'utilité de la plateforme agréée qu'on va vous présenter tout à l'heure. Il faut être capable en fait d'envoyer des informations, donc de la data sur les factures électroniques. Et ça concerne essentiellement les transactions entre les B2B. Donc, tout de suite, je vais vous expliquer la différence entre le B2B qu'on retrouve en e-invoicing et le B2C qu'on retrouve en e-reporting. Le B2B, ça va être les échanges entre professionnels. Donc, ça va concerner la facture électronique en émission et en réception. Le e-reporting, donc le B2C, ça va être les échanges entre un professionnel, donc une entreprise, et un particulier consommateur. Le e-reporting, contrairement à e-invoicing, ce n'est pas l'envoi d'informations sur la facture électronique, mais plus sur une information sur les paiements et la facturation, en tout cas le chiffre d'affaires réalisé avec des prestataires, enfin, avec des consommateurs qui ne sont pas des professionnels. Donc la facture électronique, on parle bien, en tout cas, de la mise en place de la facture électronique de deux flux différents, le e-invoicing et le e-reporting. En termes de fréquence des flux, on reviendra dessus parce que, en fait, les fréquences, notamment imposées par le e-reporting, a tendance à poser problème. Et ce qui est prévu actuellement, c'est une information par décade, mais l'administration fiscale devrait assouplir ce délai. Donc, la facture électronique, c'est quoi? C'est pour qui? Et c'est pour quand? Alors, on a essayé de vous schématiser là ce que pouvait être une facture électronique. Vous voyez sur la gauche de l'écran de notre présentation une facture telle que vous la connaissez aujourd'hui avec l'ensemble des informations habituelles que vous allez pouvoir y retrouver, la date, le montant, la TVA, les quantités, etc. Ça, ce format-là va perdurer, mais par contre, au dos de cette facture et de façon totalement invisible, toute une série d'informations normées qui seront le cœur de la facture électronique. C'est-à-dire que ça sera vraiment les données qui seront transmises et directement imprégnées, je dirais, dans le document de facturation. Donc là, voilà pour schématiser ce que c'est. C'est surtout pas, du coup, une facture qui serait simplement envoyée par mail ou mise à disposition sur le site d'un fournisseur, type un fournisseur d'énergie ou de téléphonie, par exemple, sur lequel vous pouvez récupérer vos factures. Ça, ce n'est pas une facture électronique en tant que telle. Donc voilà ce qu'est une facture électronique. Maintenant, qui est concerné par cette facture, enfin cette réforme de la facturation électronique? Vous le voyez sur la droite de l'écran, en rouge, les non soumis, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas concernés par la réforme. Ne sont pas concernés par la réforme les personnes, entreprises, particuliers, professionnels, qui ne sont pas assujettis à la TVA. Donc on retrouve dedans les particuliers, les associations à but non lucratif, et puis toutes les entreprises qui ne seraient pas établies en France. Et donc sur la gauche de votre écran, tous ceux qui sont soumis à la réforme sont ceux qui sont assujettis à la TVA. Et parmi les assujettis à la TVA, deux catégories, ceux qui ne sont pas redevables de la TVA de par leur activité, par exemple, comme un médecin ou comme un petit micro-entrepreneur, et puis les redevables, ceux qui payent la TVA naturellement. Et donc là, pour toutes ces personnes-là, pour tous les assujettis, ils rentrent dans la réforme, puisqu'ils auront à minima l'obligation de recevoir l'ensemble des factures électroniques à compter de septembre 2026. Plus précisément sur le calendrier, on y revient juste après. Alors, c'est écrit un petit peu petit, on s'en excuse, mais on a essayé de relister aussi quelques opérations ou types d'opérations qui ne rentreraient pas, pour le coup, non pas dans l'obligation de réception, mais d'émission de factures électroniques. C'est le cas notamment du secteur de l'assurance, du secteur bancaire ou des opérations immobilières. Je pense qu'il faut retenir de cette diapo, c'est qu'en fait,
toutes les entreprises sont concernées par la facture électronique. Pas forcément en émission, mais en réception. Du coup, on retrouve quasiment tous les acteurs économiques en France. Alors, une mise en place progressive. En réception, comme je viens de le dire, les grandes entreprises, les ETI, les TPE, PME, les auto-entrepreneurs aussi, micro-entreprises, sont concernés par la réception dès le 1er septembre 2026. D'où, pas l'urgence, mais l'intérêt qu'il faut porter à choisir une plateforme agréée courant le premier semestre 2026. Donc en réception, il faut que toutes les entreprises soient prêtes à réceptionner leurs factures à compter du 1er septembre 2026. En émission, c'est un petit peu différent. Donc la loi a prévu 2 étapes dans le calendrier. Le 1er septembre 2026, les grandes entreprises et les ETI sont dans l'obligation d'émettre des factures électroniques. D'où l'obligation à tous les acteurs de pouvoir les recevoir en réception. Pour les TPE-PME, donc on rappelle sur la droite la définition de la TPE et la PME. Ce sont les entreprises dont l'effectif est inférieur à 250 personnes et celles qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros ou un bilan inférieur à 43 millions. Donc, dès que l'entreprise a plus de 250 personnes en effectif, elle se retrouve classée en grande entreprise en ETI. Pour celles qui répondent à la définition de la PME et de la TPE, l'obligation d'émettre une facture électronique est portée au 1er septembre 2027. Donc, on va s'intéresser maintenant au schéma de réception de la facture électronique. Et donc, comment demain vous allez récupérer ces factures. Franck l'a précisé un instant, ça se fera par une plateforme agréée, à l'exclusion de tout autre moyen. C'est-à-dire que les factures telles que vous pouvez les connaître aujourd'hui par courrier, mail ou même remise en main propre disparaîtront. Là encore, elles disparaîtront à compter de septembre 2026 uniquement pour les entreprises qui sont dans l'obligation d'émettre des factures électroniques. Vous allez retrouver les grands faiseurs, hein, entre guillemets, tout ce qui va être fournisseur d'énergie, tout ce qui peut être téléphonie. On a tous les uns les autres des abonnements Orange, Engie, EDF et compagnie. Bah, toutes ces factures-là, en fait, c'est des factures que vous recevrez forcément via la plateforme agréée à laquelle vous aurez adhéré. Donc, plus de courrier, plus de mail, plus de récupération sur le site fournisseur, mais un schéma qui est le suivant. Fournisseur, exemple, une grande entreprise EDF qui enverra à ses clients leurs factures, déposées directement sur une plateforme agréée. Les plateformes agréées communiqueront entre elles pour que vous, in fine, consommateur, vous ayez bien la facture en réception. Alors peut-être revenir un petit peu sur le fonctionnement de la plateforme agréée, donc PA qu'on a vu sur le schéma d'avant. Les plateformes, ça sera une espèce de boîte aux lettres qui va concentrer toutes les factures qui vous sont destinées et qui va communiquer avec la PA, donc la plateforme agréée de l'émetteur de la facture électronique, pour échanger en fait les flux. Alors, les PA seront souvent différentes entre l'émetteur et le récepteur, mais on verra tout à l'heure dans les obligations des plateformes agréées, il y a une obligation de communication entre elles. Donc on a vu le calendrier tout à l'heure, 1er septembre 2026, obligation pour les grandes entreprises, les ETI, mais également les TPE, PME pourront le faire de façon volontaire. Et le 1er septembre 2027, où c'est l'ensemble des entreprises qui seront dans l'obligation d'émettre des factures électroniques. Pendant cette période qu'on a appelée période transitoire, on ne va pas dire que ça sera un grand bazar, mais ça sera quand même pas loin. Donc, il faudra choisir une PA, donc une plateforme agréée, pour recevoir les factures de vos fournisseurs qui sont déjà soumis au e-invoicing, donc à l'émission de la facture électronique. Mais à côté de ça, vous aurez une multitude de petits fournisseurs, en tout cas des fournisseurs qui répondent à la définition de la TPE-PME,
qui continueront à vous envoyer des factures selon le schéma habituel d'aujourd'hui. Donc, ça peut être par mail, par courrier, remis en main propre ou réception dans des espaces clients. Dans des espaces clients, il faut aller chercher sur un site Internet. Sur cette période transitoire, il sera peut-être opportun de choisir une plateforme agréée qui permettra de concentrer les flux, mais pas que les factures électroniques, mais aussi la possibilité, soit votre fournisseur les déverse directement dans l'APA via une adresse mail, par exemple, ou en tout cas, une action qui pourrait être faite par vous, entreprise, pour déposer tout ce que vous recevez à côté dans l'APA pour que vous ayez un seul outil de gestion de vos factures fournisseurs. L'intérêt d'utiliser l'APA à la fois pour les factures électroniques et à la fois pour les autres factures fournisseurs, c'est de mettre en place un workflow de validation, alors qui n'a pas une importance si vous êtes tout seul dans votre entreprise, mais si vous avez des services dédiés qui doivent valider à la fois les bons de commande, la facturation, le bon de réception et le paiement, l'APA aura toute son utilité. Donc l'intérêt, c'est d'utiliser dès le 1er septembre 2026 toutes les fonctions de votre PA pour le workflow de validation, pour la gestion de trésorerie, les règlements, et répondre aux obligations d'archivage des factures. Ensuite, cette PA va pouvoir préparer les écritures, ou en tout cas la communication avec l'outil de comptabilité. Alors, on a passé rapidement tout à l'heure sur l'annuaire. Je ne sais pas si vous avez relevé. Dans la communication entre l'entreprise, l'APA, il y avait une petite flèche vers un annuaire. En fait, il y a un annuaire national qui a été constitué par l'administration qui regroupe normalement l'ensemble des entreprises de l'écosystème français en France. Comme vous pouvez le voir, on vous a donné un exemple. Alors, un QR code qui vous permet d'aller sur le site internet de facturation.chorus-pro.gouv. Donc ça, c'est l'annuaire. On vous a mis comme exemple pour Duo Solutions. Voilà le style d'information que vous allez trouver sur cet annuaire. Déjà, on voit que Duo Solutions est identifié par son adresse de facturation, c'est le numéro sirène de l'entreprise, avec une présentation des établissements en dessous. Alors, si vous remarquez à droite, adresse de facturation active, aujourd'hui, il y a un nom. Le jour où Duo Solutions aura choisi sa plateforme pour l'émission de sa facture ou la réception des factures, le nom va basculer en oui. Donc, si vous voulez vérifier si votre entreprise a déjà souscrit à une plateforme agréée, vous pouvez aller le voir sur l'annuaire. En tout cas, on vous invite à aller vérifier que votre entreprise est bien connue de l'annuaire national. Si elle n'est pas identifiée, l'émetteur de la facture électronique ne pourra pas la transmettre correctement à votre entreprise. Alors, on va s'intéresser maintenant au choix de la plateforme agréée, choix que vous aurez à faire dans les mois qui suivent, vraisemblablement au courant du premier semestre 2026. Le tableau suivant est un petit peu barbare. Il recense au 21 octobre les 112 plateformes agréées sous réserve. Alors, on précise sous réserve parce que l'administration fiscale n'a pas encore donné son sésame qui permettra à tous ces intervenants, toutes ces plateformes, d'être définitivement agréées et de pouvoir effectivement rentrer dans le process de réception des factures électroniques. Pourquoi il y a autant de PA qui sont proposés? Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui s'intéressent au sujet avec un objectif derrière qui est celui de récupérer de la donnée, récupérer de la data. Et donc, on peut voir parmi toutes ces plateformes agréées qu'il y a plusieurs profils d'éditeurs, on va dire. Vous pouvez retrouver des éditeurs de logiciels comptables, mais vous pouvez aussi retrouver des banques. Vous allez voir par exemple Collecto, là situé en haut à droite. Collecto qui est la plateforme sur laquelle s'adosse le Crédit Agricole, ou iPedsat avec le groupe Banque Populaire. Et puis des PA qui peuvent être très classiques dans le fonctionnement, mais d'autres aussi où il pourrait y avoir quelques spécificités liées à l'activité, avec par exemple Divipharma qui s'adressera spécifiquement aux activités des pharmaciens. Un peu comme le présentait Franck tout à l'heure, un annuaire existe sur le site impôts.gouv qui vous permet d'ores et déjà
de vous assurer qu'un prestataire qui vous démarcherait comme étant plateforme agréée est à minima, même si c'est encore sous réserve, sur la liste des derniers prétendants au fameux Sésame. C'est une petite vérification rapide, mais on a eu ces derniers mois quelques retours de clients qui avaient pu être démarchés par des plateformes en disant oui, nous, c'est pas de problème, on est agréé, alors que finalement, pas vraiment, quoi. Voilà. Alors, sur les fonctionnalités, Franck, est-ce que tu peux nous éclairer? Alors, juste peut-être pour revenir sur l'agrément définitif, il avait été annoncé mi-octobre, après reporté fin décembre, et là on nous annonce plutôt le mois de février pour un agrément définitif. Tout simplement, les plateformes devaient répondre à un cahier des charges. Maintenant, l'administration va tester les plateformes et peut-être que certaines plateformes vont être écartées ou peut-être certaines vont se retirer automatiquement. Voilà. Donc aujourd'hui, on ne connaît pas encore le nombre de plateformes agréées définitivement qui seront présentes avant le 1er septembre 2026. Donc, à quoi sert une PA? On a commencé à l'expliquer. C'est un échange pour l'échange de données. Et quelles sont ces fonctionnalités? Alors, donc, on rappelle que toutes les entreprises auront l'obligation de choisir une plateforme agréée dès qu'elles répondent à l'obligation de la facture électronique, en tout cas de la réception de la facture électronique. On ne va pas revenir sur le schéma qui a été présenté tout à l'heure, mais ce qu'on peut observer, c'est que quasiment toutes les entreprises sont concernées par ce choix de plateforme agréée. Alors, la plateforme agréée, elle doit répondre à 4 fonctionnalités obligatoires. Le e-invoicing, donc ce qu'on vous a présenté tout à l'heure, c'est la capacité à émettre des factures électroniques, en tout cas recevoir le flux de la facture électronique de l'adhérent à la plateforme. Le e-reporting, c'est la transmission de données complémentaires, donc c'est les données de facturation pour des non-professionnels, des particuliers ou des entreprises étrangères ou des associations non concernées par la facture électronique. Le troisième point, ce sont les données de paiement. Il faudra communiquer à l'administration sur les factures, notamment qui sont soumises à la TVA sur les encaissements, la date d'encaissement de la facture. Et le quatrième point, les données de caisse. Ceux qui ont des caisses enregistreuses, pour l'instant, se sentent peut-être pas trop concernés par la facture électronique parce qu'ils n'émettent pas de facture, ou en tout cas peu de factures. Ils ont une clientèle essentiellement, principalement de particuliers. Il y a éventuellement un ticket de caisse, mais ce n'est pas une facture. Là, ils auront l'obligation également, dans le cadre du e-reporting, de communiquer leur activité, donc leur chiffre d'affaires. Donc l'APA doit être en mesure de communiquer ces données de caisse. Donc voilà pour les 4 fonctionnalités obligatoires de l'APA. J'aurais tendance à dire que si l'APA est agréée de façon définitive, c'est qu'elle répond à ces 4 points. Maintenant, il y a des fonctionnalités optionnelles, et c'est sûrement pour ça qu'il y a un nombre si important de plateformes qui demandent leur agrément définitif, puisque les fonctionnalités optionnelles, c'est des services complémentaires non obligatoires qui peuvent être importants dans le choix de l'APA. Donc, on va retrouver, par exemple, un facturier pour émettre des factures, un suivi des encaissements et des relances des factures, donc plutôt clients. Et enfin, ce qu'on peut observer, c'est que plusieurs PA, donc plateformes agréées, vont être associées à des comptes bancaires, donc il y a des services bancaires qui vont arriver directement dans la gestion de vos factures, aussi bien en émission pour le paiement de vos clients ou fournisseurs pour le paiement de vos fournisseurs. Alors maintenant, comment bien choisir sa PA, sa plateforme agréée? On en parlera tout à l'heure peut-être. Duo Solutions n'a pas fait le choix d'une seule plateforme agréée à conseiller à l'ensemble de ses clients. Je pense que beaucoup de confrères vont avoir la même approche. L'APA, on vous donne 5 choses à observer pour bien choisir sa PA sans ordre d'importance. D'abord, il faut s'assurer que la plateforme agréée, sous réserve pour le moment et de façon définitive, sûrement à partir de février 2026, donc s'assurer que quelqu'un qui vient vous vendre une adhésion à une PA, que la PA
soit bien agréé par l'administration fiscale. Ensuite, il y a l'interopérabilité. Donc là, c'est à surveiller et c'est un conseil vraiment à suivre, c'est de voir que votre plateforme agréée communique bien avec l'ensemble de vos outils. Les deux outils qu'il faut bien sûr surveiller, en tout cas que la communication se fasse correctement, c'est d'abord votre outil de gestion, de facturation, de suivi, gestion commerciale, gestion commerciale, et votre outil de comptabilité. Si la communication n'est pas fluide, du coup, dans la mise en place, ça risque d'être un petit peu compliqué. L'ergonomie de la solution, vous avez compris que les plateformes sont des outils informatiques, que tout va passer par ces plateformes. Il faut plutôt que l'ergonomie soit souple et adaptée à votre process et à l'utilité de la plateforme. Donc, bien s'intéresser à l'outil qui va être disponible sûrement en full web ou sur le téléphone et que l'outil soit bien adapté à votre mode de validation des factures. Les fonctionnalités complémentaires, c'est ce que j'ai exposé sur la diapo d'avant. Peut-être que vous ne serez pas du tout intéressé par la fonctionnalité complémentaire et vous voulez rester sur les fonctionnalités obligatoires. Peut-être que les services proposés par les plateformes agréées ont toute leur utilité dans votre organisation. Et dans ce cas-là, vous ferez peut-être votre choix de plateforme agréée en fonction des services proposés. Le dernier point, c'est le coût. Certaines plateformes s'annoncent déjà gratuites, mais généralement, quand elles sont gratuites, c'est que soit elles sont adossées à un autre outil de gestion et de comptabilité. Et donc, dans ce cas-là, le prix est déjà compris dans le premier produit, soit il n'y a aucune fonctionnalité complémentaire. Et dans ce cas-là, l'intérêt de la plateforme agréée, c'est plutôt de collecter vos données et surtout de les exploiter. Après, les modèles de coûts, alors sur le nombre de plateformes, on observe différentes configurations, stratégies. C'est soit une condition de volume, soit une condition de nombre d'utilisateurs ou tout simplement un prix fixe. Donc, vous voyez que sur les quelques diapos précédentes, là, le choix d'une plateforme agréée, c'est loin d'être un choix très simple. Ça peut même s'avérer être un peu épineux. Et c'est pour ça que, sur recommandation du Conseil national des experts comptables, nous avons pu communiquer auprès de nos clients, leur proposant un mandat de représentation. Ce mandat de représentation, il était destiné à décharger nos clients de cette démarche, d'aller choisir l'APE la plus adaptée à son besoin. On est les seuls cabinets d'expertise comptable à avoir eu cette habilitation, mais malgré tout, c'est absolument pas obligatoire. C'est-à-dire que ça reste bien évidemment encore optionnel. On le propose. L'idée, l'objectif, c'est surtout de sécuriser le parcours de notre client dans le choix de la plateforme agréée, mais aussi de limiter les risques. Et les risques, on a essayé de les lister de façon la plus exhaustive possible, à commencer par l'impréparation. Alors, vous êtes nombreux aujourd'hui et je dirais que pour vous, présents, vous n'êtes probablement pas dans ce risque-là, puisque le simple fait de participer à ce webinaire démontre votre intérêt pour le sujet et démontre que vous souhaitez vous en occuper. Attention aussi aux solutions qui pourraient prétendre résoudre tous vos problèmes en 2-3 clics et vous faire gagner des heures et des heures de gestion administrative par semaine. Pour l'instant, on reste un petit peu sceptique, même si on pourrait imaginer effectivement qu'à terme, il y ait des gains de ce côté-là. Attention aussi, et on a été alerté par la Direction générale des finances publiques de tentatives de plateformes qui pouvaient usurper cette notion d'agrément et se vendre comme étant déjà agréé alors que ce n'était pas le cas, et surtout en faisant signer des adhésions avec des durées d'engagement qui peuvent être de 2-3 ans par exemple. Alors, le principe de la plateforme agréée, c'est qu'à tout moment, vous pouvez en sortir, et ce sera le cas. Mais même si vous pouvez en sortir à tout moment, si vous avez pris un engagement sur 2 ou 3 ans, il faudra maintenir le paiement de cet abattement sur la durée de l'engagement. Et puis le dernier point, oui, solution d'interopérabilité, Franck en parlait à l'instant, super important à
à veiller que la plateforme agréée sera en capacité de communiquer de façon la plus automatique possible avec les différents outils que vous utilisez dans votre écosystème, que ce soit logiciel de facturation, logiciel comptable. Je vais peut-être revenir juste un petit instant sur le mandat qu'on a envoyé à nos clients. Alors, sur la diapo d'avant. Donc, le mandat a été envoyé qu'à nos clients pour lesquels nous faisons la tenue comptable sur notre outil de production. C'est un mandat qui ne concerne que la PA, donc la plateforme agréée de réception aujourd'hui. Il n'y a aucune obligation à signer ce mandat, mais si on a envoyé ce mandat, c'est pour, on va dire, libérer l'esprit des clients qui sont plutôt pas isolés, mais qui sont seuls un petit peu dans l'entreprise et qui craignent en fait la mise en place de la facture électronique. Et voilà, nous donner des mandats pour choisir notre plateforme agréée de réception, ça permet de les soulager, mais il n'y a aucune obligation. Chacun pourra choisir sa PA jusqu'au 1er septembre 2026. Je pense que c'était important de le repréciser. Et pour être tout à fait transparent, aujourd'hui, nous n'avons pas choisi notre plateforme agréée pour des solutions et pour les clients qui nous feraient confiance, tout simplement parce que le monde évolue. D'abord, les plateformes ne sont pas agréées de façon définitive. Et aujourd'hui, nous sommes dans une période d'observation et les recommandations qu'on vous a données, on se les applique aussi à nous-mêmes. Voilà. Donc, vous êtes nombreux à participer à ce webinaire d'horizons économiques bien différents. Donc, vous avez bien compris que d'un secteur à un autre, les questions ne sont pas les mêmes. C'est pour ça que dans ce webinaire, on voulait vous donner un lien sur un site francenum.gouv qui présente 14 fiches disponibles en fonction pour 14 activités différentes. Alors, ce sont 14 fiches qui ont été réalisées par le Conseil national des experts comptables, 14 fiches disponibles qu'on ne va pas détailler aujourd'hui parce qu'elles sont très spécifiques, mais dans ces 14 fiches, vous allez trouver des indications pourquoi vous êtes concerné par la facture électronique et quelles sont vos obligations en émission et en réception. Aujourd'hui, vous avez compris, l'important c'est la réception, mais vous aurez aussi des informations sur l'émission. Par exemple, on retrouve café, hôtel, restaurant. Donc là, vous aurez des explications, alors succinctes pour l'instant, mais ça viendra et ça sera développé sur le fonctionnement de la caisse, enfin en tout cas les obligations qui concernent les caisses enregistreuses. Au niveau des artisans, vous allez retrouver quelques informations sur les émissions d'acompte, par exemple. Micro-entrepreneurs, effectivement, peut-être qu'on a le sentiment qu'ils ne sont pas concernés, et vous verrez dans la fiche qu'ils sont concernés au minimum par la réception. Et enfin, un secteur un peu particulier de l'immobilier. Donc, ce sont les fiches 13 et 14. La société civile immobilière et les loueurs en meublé, professionnels et non professionnels. Donc, ils sont concernés, vous êtes concernés par notamment la réception des factures. Donc, ce sont des fiches qui sont très, très bien faites. On mettra un lien sur notre site internet aussi pour que ces fiches soient consultables facilement. En tout cas, on vous invite à prendre le QR code dès maintenant et vous verrez sur la page francenum.gouv, les fiches sont présentées tout en bas du site, de la page. Donc jusqu'à présent, on a parlé de la réception des factures. On est en septembre 2026 et on va se projeter un tout petit peu plus loin, même si on aura l'occasion de revenir vers vous ultérieurement. On est au 1er septembre 2027. Vous êtes parfaitement aguerri à l'utilisation de la plateforme agréée à laquelle vous avez adhéré. Et là, on parle bien de la réception des factures. Et donc, septembre 2027, il faut passer à l'émission. Alors, l'émission de facture électronique, on l'a dit tout à l'heure, ce n'est plus et ce ne sera plus possible de le faire avec un simple document Word que vous auriez imprimé ou transformé en PDF puis envoyé par mail. La même chose pour Excel, bien sûr. Mais c'est une facture qui devra répondre à un format numérique bien spécifique et qui devra transiter au même titre que celle que vous allez recevoir à compter de septembre 2026
facture électronique qui devra transiter par une plateforme agréée. On ne l'a pas précisé jusqu'à présent, mais on parle bien de plateforme agréée pour la réception. D'ici 2027, vous aurez un deuxième choix à faire, qui sera celui de la plateforme agréée pour l'émission des factures. Et il n'y a aucune obligation que la plateforme à laquelle vous aurez adhéré pour recevoir vos factures soit la même que celle que vous utiliserez en septembre 27 pour émettre vos factures. Alors, il n'y aura pas on pense, nous, qui travaillons depuis un petit moment sur la facture électronique, que la majorité des entreprises auront deux plateformes. Ouais. Une plateforme pour la réception et une plateforme pour l'émission. Et donc ça, voilà, ça va impliquer aussi, pour pouvoir émettre des factures électroniques en septembre 2027, d'avoir les outils adaptés, que ce soit logiciel de facturation, même si un certain nombre de plateformes proposeront une petite fonctionnalité de facturier, c'est-à-dire de pouvoir faire directement sur la plateforme agréée des factures électroniques, mais là, on sera plutôt sur des volumes relativement faibles, voire très faibles, mais aussi ceux qui utilisent aujourd'hui des caisses enregistreuses et qui devront pouvoir communiquer à partir de septembre 2027 des informations à l'administration fiscale. Voilà, donc on arrive quasiment au bout de cette présentation, de ce webinaire. On vous propose 3 QR codes qui peuvent vous permettre de tester vos connaissances. Alors, c'est des quiz qui ont été élaborés par l'administration fiscale, qui sont plutôt bien faits, y compris sur le niveau débutant ou même en débutant, il y a des questions qui sont loin d'être évidentes. Donc, on vous invite vivement à tester vos connaissances. L'intérêt aussi, c'est que pour toutes les réponses, vous avez vraiment l'explication qui intervient juste derrière. Donc, vous vous trompez ou vous avez la bonne réponse, vous comprenez pourquoi vous êtes trompé. C'est plutôt bien fait. N'hésitez pas à le faire. En général, on en a fait quelques-uns avec Franck. C'est quoi, 10 minutes, un quart d'heure à chaque fois? C'est une trentaine de questions, ouais. Plus ou moins pointues. C'est un peu comme le code. Ouais. Vous n'aurez pas tout bon, mais au moins vous aurez l'explication après pourquoi vous vous êtes trompé. Et pourquoi? Parce que souvent il y a des choix multiples et on ne pense pas à toutes les réponses. Voilà, on arrive au bout de cette présentation. Sur un format court. Oui, un peu plus d'une demi-heure. On s'était laissé un petit espace-temps pour répondre à vos questions. Alors, je ne sais pas, je vais regarder dans le chat, est-ce qu'il y en a? Pour l'instant, non, a priori. Alors, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de questions, mais c'est le moment de les poser et on va faire en sorte de répondre aux différentes questions. Alors, on n'imagine pas qu'il n'y ait pas de questions quand même, parce que même si on a peut-être été clair, mais voilà, c'est quand même un sujet qui appelle souvent des questions. Alors, ce n'est pas un sujet qui est forcément anticipé, en tout cas c'est ce qu'on observe auprès de nos clients. Mais maintenant, il y a quand même urgence à se préoccuper de la mise en place de la facture électronique et surtout du choix de la plateforme agréée pour le 1er septembre 2026. Alors, question de Evelyne, est-il prévu d'avoir le support de la présentation? Le support en tant que tel, non, mais comme on l'avait précisé là, en début de présentation, ce webinaire sera mis à disposition de vous tous participants et sur notre chaîne YouTube à partir de demain. Donc, sur la dernière diapo, vous trouverez le QR code à prendre pour être basculé directement sur notre chaîne YouTube. Pascal, est-ce qu'on a d'autres questions? Comment trouver la bonne plateforme ludique et pratique pour l'utilisation? Eh bien, comme on vous a dit, nous, on n'a pas fait de choix de plateforme encore, tout simplement parce que les plateformes ont fait des tests de façon autonome, mais n'ont pas pu encore tester de façon, on va dire, en utilisant l'annuaire, enfin, pas l'écosystème, mais dans les échanges entre les plateformes. Voilà. Je pense que tout va s'accélérer à partir du mois de février. Et là, il y aura des démonstrations de plateformes. Comme tout logiciel, je pense que sur Internet, vous trouverez des vidéos, des démonstrations. Et c'est ça qu'il faudra tester, en fait, et demander des démonstrations aux plateformes de façon gratuite pour voir si ça correspond à vos besoins.
Alors, je remonte le fil des questions parce qu'il y en a beaucoup d'un coup qui sont arrivées. Tac, tac, tac. Oui, une idée du coût de cette PA, de cette plateforme. Comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, le coût de ce qu'on observe pour l'instant est assez variable. Ça peut aller de la gratuité pour des fonctionnalités qui sont super simples et qui correspondent exclusivement, pour ainsi dire, au socle commun, et puis des fonctionnalités complémentaires. Et les fonctionnalités complémentaires, c'est, je dirais, comme dans bien d'autres services, hein, vous le payez à l'option, et ça peut être, comme on l'a vu sur certaines plateformes agréées, en fonction du volume de factures à traiter, du nombre d'utilisateurs. Voilà. Donc, il n'y a pas véritablement de réponse à combien coûte la PA aujourd'hui. J'ai vu une question, mais je l'ai repassée, je crois. Pourquoi choisir une plateforme en réception et une plateforme différente en émission? La réponse est assez simple, en définitive. Vous pouvez être dans une organisation où, par exemple, vous avez confié la tenue comptable à votre cabinet d'expertise. Dans ces cas-là, le cabinet a un intérêt fort à récupérer de façon automatique les factures qui vont vous être adressées. Même si vous avez toujours une action à faire sur cette plateforme, je dirais le deuxième intéressé après vous dans la récupération de la facture, ça va être le cabinet. Et une plateforme différente en émission, parce que en fonction du logiciel de facturation que vous utilisez, un peu comme nous sur la récupération de vos factures d'achat, l'envoi de vos factures devra se faire de façon la plus simple possible et de la façon la plus automatique. Donc, si vous avez une plateforme agréée qui fonctionne de façon quasiment transparente avec votre outil de facturation, vous aurez tout intérêt à opter pour celle-là. Et donc, dans ce cas-là, vous pourriez avoir deux plateformes, une pour la réception et une pour l'émission. Alors, une autre question? Oui, pour la partie interopérabilité, vous avez parlé des outils de gestion commerciale et comptable. La partie comptable sera-t-elle nécessaire pour toutes les entreprises? Non. Si je comprends bien la question, non, vous n'avez pas l'obligation, vous, d'avoir un outil comptable dans l'entreprise. Mais pour le coup, comme je le disais à l'instant, le choix de la plateforme, il doit vraiment tenir compte de l'organisation comptable qu'il y a derrière. Donc, si vous tenez votre comptabilité dans l'entreprise, vous aurez probablement tout intérêt à opter pour une plateforme agréée qui soit la plus communicante possible avec votre logiciel comptable. Et à l'inverse, si c'est nous, cabinet, qui traitons la tenue comptable de votre entreprise, même démarche, hein, le choix de la plateforme agréée qui sera la plus pratique, je dirais, avec notre outil comptable. Hein. Après, on n'en a pas parlé dans le webinaire, mais parfois, on imagine que certaines PA vont être rendues obligatoires éventuellement par certains clients. Si on a quasiment un seul client, on va dire dans la grande distribution ou dans l'agroalimentaire, et on commence à le voir où certains clients en fait demandent à son fournisseur de choisir telle plateforme. Oui, il y avait une question, la possible de choisir une PA pour l'émission et changeant ensuite pour prendre une PA en réception et en émission en 2027. Oui, il n'y a rien de... On va revenir sur ce qui a été dit peut-être tout à l'heure, mais de façon rapide. Le choix d'une PA n'est pas définitif. Normalement, dans le fonctionnement, vous pouvez changer de PA quasiment à n'importe quel moment. En fait, l'information qu'on veut donner, c'est que si vous souscrivez à des services associés, vous pouvez avoir des engagements auprès de PA sur une durée déterminée, donc 2, 3 ou 4 ans. Donc là, vous serez engagé pour payer un service. Et si vous n'utilisez pas cette PA, si vous choisissez une autre, du coup, vous êtes quand même contractuellement engagé pour payer l'abonnement à une PA que vous n'allez pas utiliser. Mais normalement, le changement de PA est libre et possible à tout moment. Une autre question, pour les sociétés qui font de la location immobilière, l'assujettissement à la TVA est-il effectif? Sinon,
Elle ne serait pas concernée. Alors, pardon, pour les sociétés qui font de la location immobilière sans facturer de TVA. Alors, là, on vous renvoie à la fiche sectorielle qu'on vous a présentée tout à l'heure. C'est très bien expliqué dans le document. Pascal, je vous le remets, pardon, rapidement. Là, si vous voulez reprendre le temps de scanner le QR code pour accéder aux fiches sectorielles, fonction de votre secteur d'activité, vraiment, on vous encourage à aller le voir parce que c'est pas très difficile dans la compréhension et ça donne quand même un peu d'éclairage et un peu de précision, enfin, en tout cas de spécificité par rapport à votre activité. Donc, 45-46 minutes, on arrive à la fin de ce webinaire. Il y a encore beaucoup de questions. Ce webinaire va appeler un autre webinaire derrière. On va faire l'inventaire des questions posées, en tout cas les questions auxquelles on n'aura pas eu le temps de répondre. On s'en excuse vraiment, mais c'est vrai voilà. qu'il y en a beaucoup et on va essayer de tenir le timing. Et le prochain webinaire, on va essayer de répondre aux questions auxquelles on n'a pas pu répondre aujourd'hui. Et vous pouvez aussi retester vos connaissances. Voilà. Donc, on rappelle, ce webinaire est disponible sur notre chaîne YouTube Groupe Duo Solutions en bas. Vous avez le petit QR code pour tomber directement sur notre chaîne. Voilà, on vous remercie de l'intérêt que vous avez porté à ce webinaire. N'hésitez pas à revenir sur la vidéo pour, comme ça a été un petit peu rapide, pour revenir sur certaines explications. Si vous avez des questions précises, vous voulez plus d'explications, alors soit vous êtes client chez Duo Solutions et là, vous avez forcément un interlocuteur chez nous. Sinon, vous pouvez passer par notre site internet pour poser une question. Sur notre page de contact. Sur notre page de contact et on vous répondra avec plaisir. Grand merci à tous, très bonne journée, bon appétit, merci d'avoir été aussi nombreux. Un petit merci, un grand merci à Elisa pour le coup de pouce qu'elle nous a donné à préparer le webinaire. Très sympa, merci à elle. Et merci à tous et à très bientôt. Merci, bonne journée.